Depuis que je suis tout petit, comme tout le monde, je suis quotidiennement exposé à la publicité. D'abord à la télévision quand j'étais enfant, puis à la radio et enfin sur internet. Et il y a une chose qui m'a toujours marqué et fasciné. Une question que je me pose depuis très longtemps maintenant. Pourquoi la grande majorité des publicités sont nulles? Efficace et pas cher. C'est la marque que je préfère. C'est la marque. Appelez-moi le directeur. Carglass répare, Carglass remplace. Chez La Paire, vous trouverez le nouveau catalogue gratuit et les conseils dont vous avez besoin. Ma première réaction est de me dire que ça ne sert à rien, que ça dessert la marque et que les personnes derrière ces publicités ne sont pas très fortes. Mais bon, j'imagine que c'est la réponse un peu facile et qu'il doit bien y avoir des raisons. Alors laissez-moi vous emmener à travers mes recherches et les réponses à ces questions. Pour comprendre pourquoi on trouve ces pubs nulles, il faut remonter aux origines de ce style. Dans les années 70-80, la télévision devient le média de masse par excellence et les publicitaires avaient alors un défi énorme. Parler à des millions de personnes en même temps, avec des moyens de ciblage presque inexistants. Du coup, leur solution, c'était la simplicité et la répétition. Un slogan direct et facile à retenir, pas besoin d'être original, il fallait frapper fort. Des scènes exagérées, on te montrait des familles parfaites, des situations ridiculement joyeuses parce que c'était universel et compréhensible par tout le monde. Et enfin, une répétition en outrance. Une pub était diffusée plusieurs fois par jour pendant des années. C'est comme ça que Carglass répare ou Panzani des pâtes et des idées sont devenus des mantras. Et en termes de chiffres, ça fonctionnait. Dans les années 80, une famille française voyait en moyenne 10 à 20 pubs par jour et le taux de mémorisation des slogans atteignait 65%. Aujourd'hui, on est exposé à plus de 5000 messages publicitaires par jour, mais seuls 2% sont réellement mémorisés. La concurrence médiatique est devenue énorme. C'est pourquoi ces pubs nulles, avec leur simplicité extrême, sont une stratégie bien pensée pour marquer les esprits. Ok, maintenant qu'on sait d'où vient cette stratégie, est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Eh bien la réponse est oui. Prenons l'exemple de Carglass. Leur pub est simple, un studio, un témoignage client et un slogan qu'on entend 50 fois par semaine. Résultat, leur notoriété atteint 90% en France. Ils dominent leur marché grâce à une pub que tout le monde connaît, même si elle agace. Une étude de l'IPA montre que les pubs basiques mais répétitives génèrent encore 58% des ventes globales. Mais alors qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les publicités simples, avec un message clair et répétitif, restent l'un des outils marketing les plus efficaces pour déclencher une action immédiate, comme acheter un produit. Elles ne cherchent pas à séduire ou à impressionner par leur créativité, mais à frapper directement l'esprit du consommateur en étant omniprésente. Pourquoi ça marche? Le premier point, la répétition favorise la mémorisation. Le cerveau humain adore la répétition. Lorsqu'une publicité passe en boucle, elle finit par imprégner l'esprit du consommateur. C'est le principe du conditionnement. Par exemple, la pub Carglass, même si cette pub peut agacer, elle est restée gravée dans nos esprits, ce qui assure que lorsqu'on pense à un pare-brise, Carglass vient en tête. En deux, un message simple et direct. Ces pubs ne demandent pas d'effort pour être comprises. Elles communiquent une idée claire et unique, souvent en une seule phrase ou en un slogan. Par exemple, Ricoré ou Tropico. Et en 3, une cible large. Les pubs basiques parlent à tout le monde, quel que soit l'âge, le milieu social ou les goûts. Elles visent la mémorisation universelle. Ces pubs sont particulièrement efficaces pour les produits de consommation courante, aliments, boissons et services utilitaires. Mais alors pourquoi génèrent-elles des ventes? Elles martèlent leur message au point qu'il devient un réflexe. Par exemple, si tu as faim et vois un snack Kinder, tu te rappelleras du jingle ou du slogan entendu 1000 fois dans les pubs. Tu n'as pas besoin d'être séduit, tu es déjà conditionné à associer cette marque à ton besoin. Elle fonctionne mieux sur des produits ou services où l'acte d'achat est impulsif ou nécessite peu de réflexion. Donc par exemple des collations, des boissons, des réparations rapides, etc. Et alors, est-ce qu'il y a des limites à ce style de pub? Alors oui, ces pubs sont souvent mal perçues, elles agacent rapidement ou sont jugées ennuyeuses, et elles ne renforcent pas la fidélité ou l'amour pour la marque. Si un concurrent offre une meilleure alternative, ces pubs ne suffiront pas à retenir les clients. Mais alors si ça fonctionne, pourquoi des publicités créatives? C'est à partir des années 90 qu'on voit émerger un nouveau style de publicité, beaucoup plus subtil et beaucoup plus créatif. Mais alors pourquoi? Parce que les consommateurs commencent à se lasser des pubs criardes. Les marques comprennent qu'il faut séduire autrement. Apple par exemple révolutionne les publicités en 1997 avec la campagne Think Different. Ce n'est plus juste un produit qu'on te vend, c'est une philosophie. En 3 ans, la valeur de la marque passe de 1,7 milliard à 8 milliards de dollars. Nike, avec Just Do It, mise sur l'émotion et l'inspiration. Résultat, entre 1988 et 1998, leur vente mondiale explose de 877 millions à 9,2 milliards de dollars. Selon Kantar, les publicités émotionnelles ont 70% plus de chances d'être partagées sur les réseaux sociaux, ce qui leur donne un impact bien plus durable. Toujours selon la même étude de l'IPA, les pubs plus émotionnelles et travaillées augmentent de 23% les intentions d'achat. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie les intentions d'achat? Les publicités qui misent sur une forte créativité ou une charge émotionnelle marquée, donc de l'émotion, de l'inspiration, de l'humour ou de la surprise, ont un impact plus profond. Elles ne génèrent
pas forcément un achat immédiat, comme les pubs répétitives, mais elles plantent une graine dans l'esprit du consommateur, elles donnent envie d'acheter plus tard ou d'associer la marque à une valeur positive. Et alors pourquoi ça fonctionne? Elles créent une connexion émotionnelle. Ces pubs cherchent à toucher le consommateur sur le plan personnel. Elles font rire, pleurer ou réfléchir et cela crée un attachement plus profond. Exemple, la pub Think Different d'Apple qui vendait une vision d'innovation et de différence, pas un produit spécifique. En deux, elles renforcent l'image de la marque. Une pub bien conçue ne vend pas uniquement un produit, elle renforce la perception globale de la marque. Par exemple, les pubs Nike autour du dépassement de soi, Just Do It, sont devenues des sources d'inspiration. Elles donnent envie d'associer son identité à cette marque. En trois, elles créent un souvenir durable. Une pub émotionnelle bien conçue reste gravée dans l'esprit bien après sa diffusion. Quand un consommateur est prêt à acheter, il pensera à cette marque en priorité. Par exemple, les pubs d'Evian avec les bébés patineurs ont marqué des millions de personnes, générant une hausse de 7% des intentions d'achat dans leur marché. Donc contrairement aux pubs basiques répétitives, elles ne se contentent pas d'informer, elles construisent une relation, elles établissent une connexion durable entre la marque et le consommateur, elles influencent les décisions réfléchies. Ces pubs sont particulièrement efficaces pour les produits nécessitant un investissement ou une réflexion, comme les voitures, la technologie, les produits haut de gamme. Elles renforcent la fidélité en associant une émotion positive à une marque, elles favorisent la fidélité du coup sur le long terme. Mais donc comme pour la publicité répétitive, il y a des limites. La première, c'est un coût élevé. Ces campagnes demandent des budgets conséquents pour être bien produites. Une seule pub de ce type peut coûter plusieurs millions d'euros. Et puis il y a le risque de flop. Si l'émotion ne touche pas la cible, la pub peut passer inaperçue ou être mal interprétée. Mais si on parle de publicité dite plus basique, celles qui peuvent être répétitives, celles qui peuvent nous agacer, et de publicité dite plus moderne, plus créative, en tout cas c'est comme ça qu'on les définira dans cette vidéo, il faut que je vous parle d'une personne qui a eu un rôle crucial dans l'histoire de la publicité. Il faut que je vous parle de David Ogilvy. Ce type, c'est une légende dans l'histoire de la pub. David Ogilvy, il est né en 1911 à West Horsley, un petit village en Angleterre, et sa vie avant la publicité est tout sauf classique. Il commence par étudier à Oxford, mais il quitte l'université avant d'obtenir son diplôme, et dira plus tard que l'éducation académique ne l'intéressait pas vraiment. Ensuite, il devient cuisinier dans un hôtel prestigieux à Paris. Cette expérience lui apprend la discipline, l'attention aux détails et l'importance de l'excellence dans ce qu'on fait. Puis il retourne en Angleterre et travaille comme vendeur de cuisinière haut de gamme. Il excelle tellement qu'on lui demande d'écrire un manuel de vente pour ses collègues. Ce manuel devient un succès, il est considéré comme un chef-d'œuvre de persuasion. Mais c'est pas tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ogilvy travaille pour les services secrets britanniques. Il analyse les comportements humains et apprend à exploiter les motivations profondes des gens, une compétence qu'il appliquera plus tard dans la publicité. Et c'est en 1948, après avoir travaillé pour des instituts de recherche, qu'Ogilvy décide de fonder sa propre agence de publicité, Ogilvy & Mather, à New York. À cette époque, il n'a aucun client et aucune expérience réelle en publicité. Mais il a une vision claire, il veut transformer le secteur en y apportant de la sophistication, de la stratégie et de la créativité. Rapidement, l'agence se fait un nom parce qu'Ogilvy refuse de suivre les pratiques standards de l'époque qui misaient sur des slogans criards, des slogans un peu bêtes, des slogans répétitifs. David Ogilvy avait des principes clairs qui ont révolutionné le secteur. Miser sur la recherche et les données, Ogilvy croyait fermement que la bonne publicité reposait sur une compréhension profonde du consommateur. Il utilisait des études de marché et des analyses comportementales pour construire ses campagnes. Par exemple, il a popularisé l'idée que le titre est la partie la plus importante d'une publicité. 5 fois plus de gens lisent le titre que le texte. Si vous n'avez pas capté leur attention, tout est perdu, à l'image des vidéos YouTube aujourd'hui. En deux, valoriser la simplicité et la clarté. Pour Ogilvy, les messages compliqués sont inefficaces. La publicité doit être simple, directe et mémorable. Il disait, si vous ne dites pas la vérité sur votre produit, le consommateur s'en rendra compte. En 3, humaniser les marques. Il croyait que les gens n'achètent pas des produits mais des émotions ou des visions de vie. Par exemple, avec ses campagnes pour Hathaway Shirts, il ne vendait pas des chemises mais une histoire intrigante autour d'un homme mystérieux avec un cache-œil. Et en 4, la constance dans le branding. Ogilvy insistait sur le fait que les marques doivent construire une identité forte et cohérente. Pour lui, une marque est comme une personnalité. Elle doit être reconnaissable et fiable. Dans ses réalisations emblématiques, on peut citer la campagne de Rolls-Royce avec le tic-tac légendaire. C'est l'une des campagnes les plus célèbres d'Ogilvy. Son slogan à 60 miles à l'heure, le bruit le plus fort dans cette voiture est le tic-tac de l'horloge. Il n'a pas essayé de rendre la pub flashy, il s'est concentré sur un détail qui reflète la qualité et la perfection, renforçant l'image de luxe de Rolls-Royce. Résultat, une augmentation des ventes de 50% cette année-là. Ou encore la campagne pour American Express, Don't Leave Home Without It, une campagne qui a transformé American Express en symbole de fiabilité et de statut social, renforçant leur domination dans le secteur des cartes de crédit. David Ogilvy a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la publicité. Son livre Ogilvy on Advertising est encore considéré comme une bible pour les marketeurs. Ses idées, même des décennies plus tard, restent incroyablement pertinentes. Respecter le consommateur, miser sur la vérité et la simplicité, construire des marques fortes, pas juste vendre des produits. En bref, Ogilvy n'était pas seulement un publicitaire, c'était un stratège, un visionnaire et un conteur. Son influence est partout, même dans les pubs que vous voyez aujourd'hui.
Mais alors, en sachant tout ça, on peut se demander pourquoi toutes les marques ne font pas des pubs créatives. Pour répondre à cette question, on peut noter 3 éléments de réponse non négligeables. En premier, il y a le coût. Une campagne créative coûte en moyenne 5 à 10 millions de dollars contre moins de 500 000 pour une pub dite basique à la télé. En deux, il y a la peur de diviser. Une pub trop audacieuse peut mal passer. Par exemple, la campagne Pepsi avec Kendall Jenner, vue comme déconnectée. Et en 3, le public. Les marques comme les lessives, les assurances ou les enseignes de distribution doivent parler à tout le monde. Pas besoin de faire dans l'originalité, juste dans l'efficacité. Selon Ebiquity, 60% des pubs globales privilégient un message simple et direct pour maximiser l'impact immédiat. En d'autres termes, les enseignes qui vendent des produits peu coûteux vont privilégier ces pubs plus basiques pour se concentrer sur l'impact immédiat, l'efficacité et un résultat direct. Donc pour reprendre la frise chronologique de la publicité, on peut noter 2 périodes. D'abord la période avec les pubs dites répétitives, un peu plus agaçantes, et ensuite la période où les pubs créatives et un peu répétitives coexistaient. Mais il y a une 3e période qui pour moi me semble indispensable d'évoquer et d'analyser, c'est la période des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé les règles du jeu publicitaire. Là où la télévision visait un public large avec des messages universels, les réseaux sociaux permettent un ciblage hyper précis des formats interactifs et surtout des campagnes qui peuvent devenir virales en quelques heures. Et s'il y a bien 2 marques qui ont maîtrisé cet art sur les réseaux sociaux, ce sont Burger King et McDonald's, avec une rivalité publicitaire qui a captivé les internautes. Burger King s'est imposé comme un maître du troll marketing, utilisant les réseaux sociaux pour attaquer subtilement ou pas McDonald's et de séduire les jeunes générations. On peut noter plusieurs campagnes. Burn That Ad en 2019, cette campagne interactive incitait les utilisateurs à utiliser l'application Burger King pour scanner une publicité McDonald's avec leur smartphone. Une fois la pub détectée, l'image virtuelle brûlait et les utilisateurs recevaient un coupon pour un Whopper gratuit. Résultat, 1,5 million de téléchargements de l'application en quelques semaines, augmentant considérablement leur base de clients digitaux. Ou la pub Halloween déguisait un McDonald's en fantôme. À Halloween, un restaurant Burger King s'est déguisé en McDonald's fantôme, avec cette bannière. Une attaque subtile sur la cuisson au grill qui est leur argument phare. Cette initiative a généré des millions d'interactions sur les réseaux sociaux, renforçant leur image audacieuse. Ou encore The Moldy Whopper en 2020. Burger King a lancé une campagne choc montrant un Whopper moisissant pour prouver qu'il ne contenait pas de conservateurs artificiels. Bien que controversée, cette campagne a été vue près de 8 millions de fois en quelques jours sur YouTube et TikTok. Elle a renforcé leur positionnement en faveur d'aliments naturels. De l'autre côté, McDonald's, c'est la défense par l'humour et l'accessibilité. McDonald's, plutôt que de répondre frontalement, mise sur des campagnes qui jouent sur l'émotion et l'humour pour maintenir leur domination. On peut noter les collaborations avec des artistes comme Travis Scott et BTS pour créer des menus spéciaux. Par exemple, la collaboration avec BTS a généré 12 millions de mentions sur les réseaux sociaux et une augmentation de 25% des ventes aux États-Unis pendant la campagne. On peut également noter les réponses humoristiques aux trolls sur Twitter. McDo répond souvent avec des punchlines légères mais efficaces. Les résultats de cette rivalité, c'est que ça profite aux deux. Ces stratégies très différentes reflètent deux approches du marketing sur les réseaux sociaux. Burger King adopte un ton provocateur et joue sur la viralité pour capter l'attention des jeunes. Le retour sur investissement des campagnes sociales est 30% supérieur à leur campagne télé. Et McDo mise sur la sécurité, l'accessibilité et les collaborations émotionnelles pour fidéliser ses consommateurs existants. Leur stratégie menu collab a par exemple contribué à une hausse globale de 14% des ventes en 2021. Et pourquoi cette rivalité et ces différentes stratégies ont pu voir le jour avec les réseaux sociaux? Notamment pour les coûts. Une campagne sociale coûte entre 5 à 10 fois moins cher qu'une campagne télé. Ça peut avoir un impact similaire, voire supérieur si elle devient virale. Le ciblage beaucoup plus précis. Contrairement à la télévision, les réseaux permettent de cibler des segments précis. Les âges, les centres d'intérêt, les localisations. Une étude méta montre que les pubs Facebook bien optimisées augmentent leur retour sur investissement de 28% par rapport à une campagne télé classique. Et enfin, la viralité. Sur TikTok, une vidéo peut exploser en quelques heures et générer des millions d'interactions sans budget supplémentaire. Donc en résumé, les réseaux sociaux ont bouleversé les règles de la publicité en mélangeant les deux styles. Les pubs simples et répétitives, dites nulles, et les pubs créatives et audacieuses. Mais pourquoi ce mélange? Parce que les réseaux permettent deux choses. Donc un ciblage précis, idéal pour les pubs basiques qui frappent fort et convertissent rapidement, et une viralité massive qui favorise les campagnes créatives et engageantes, capables de marquer durablement les esprits. Les algorithmes amplifient cet équilibre, ils boostent les pubs qui génèrent des résultats immédiats, clic ou achat, tout en mettant en avant celles qui suscitent des partages et des réactions. Au final, les réseaux sociaux ne font pas disparaître les pubs dites nulles, mais leur donnent une efficacité nouvelle. En même temps, ils ouvrent la porte à des campagnes plus créatives, car c'est là que les marques gagnent en visibilité et en capital émotionnel. Ce double jeu permet aux entreprises de maximiser leur impact à court et à long terme.
Du coup, pourquoi les publicités sont-elles si souvent nulles? À travers tout ça, on a compris que leur objectif principal n'est pas d'être apprécié, mais d'être mémorable et efficace. Les pubs nulles, avec leurs slogans simples, leurs répétitions et leurs clichés, frappent directement l'esprit du consommateur. Elles répondent à une logique implacable. Si elles agacent mais restent gravées dans ta tête, elles ont réussi leur mission. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, du coup, les règles changent. Les marques doivent désormais capter notre attention en quelques secondes et les pubs créatives, drôles ou émouvantes gagnent du terrain. En fin de compte, une pub n'a pas besoin d'être aimée pour fonctionner, elle doit juste te faire penser à la marque au bon moment. Et si elle est dite nulle, mais que tu t'en souviens, alors elle a gagné. Et toi, quelle pub nulle t'a marqué? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Sur cette chaîne, je te raconte plein de trucs. À bientôt. Bisous.